J'ai écrit mes premiers poèmes quand j'avais 6 ans, dans mon village des Cévennes, au sud de la France. Ma mère était institutrice et je recopiais les poésies qu'elle apprenait à ses élèves. Et quand une poésie me plaisait, je la signais Francis Combes. C'était un acte de piraterie poétique, mais finalement que je revendique parce que je pense que pour devenir un homme, il faut faire le singe, il faut imiter les autres, et pour devenir un écrivain, il faut lire les autres. Il faut commencer par s'imprégner de la poésie. D'une certaine façon, on pourrait dire que les poètes naissent dans les livres et ils grandissent dans la vie. Tu commences par lire, aimer des poèmes, et puis petit à petit, tu acquiers la capacité en poésie de parler de ta propre vie. Évidemment, un poète qui se contenterait de lecture et qui se contenterait d'imiter les autres ne deviendrait jamais un véritable poète. Mais un poète qui penserait refaire le monde tout seul dans son coin et écrire sur une page blanche, à mon avis, se trompe. Nous écrivons toujours sur des pages qui sont en fait des palimpsestes, des pages qui sont couvertes par l'écriture de tous les poètes qui nous ont précédés. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis j'ai continué parce que mes parents qui étaient instituteurs ne m'ont pas découragé, ils m'ont laissé faire. Et petit à petit, la poésie est devenue chez moi quelque chose d'indispensable, d'essentiel. J'ai toujours eu cette idée qu'il fallait n'écrire que ce qui était nécessaire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois, on écrit plus qu'on ne devrait, mais enfin, je n'ai aucun regret. Aucun des livres que j'ai publiés n'est un livre que je renie. Mon premier livre est paru alors que j'avais 24 ans, en 1980. C'est un vieux poète de la Résistance, un compagnon de Pablo Neruda et de Paul Éluard, qui s'appelait Jean Marcenac, qui était poète et professeur de philosophie, qui avait porté mon premier recueil à un éditeur et qui l'a préfacé. C'était un recueil que moi j'avais intitulé « Propagande pour le printemps ». Il trouvait que c'était un petit peu trop combatif comme titre, un peu propagandiste, et il m'avait proposé de changer de titre. Il avait baptisé ça « Apprenti du printemps », ce qui était sans doute plus modeste. C'est un beau titre aussi, « Apprenti du printemps ». D'une certaine façon, c'est d'ailleurs un titre que je revendique parce que pour moi, la poésie, c'est toujours faire vivre l'esprit du printemps. Ça peut paraître facile de dire ça, vous savez, le printemps c'était la saison favorite des vieux poètes français du Moyen-Âge, notamment des troubadours. Mais le printemps c'est la saison de la Renaissance. Et dans le poème, la vie, les sentiments, les émotions, l'amour par exemple, doivent être comme neufs. Finalement, le poème, ça consiste à dire de façon neuve la chose ancienne. L'amour, par exemple. On aime certainement pas mieux que les hommes du Moyen-Âge ou les femmes du Moyen-Âge. Les sentiments humains sont sans doute à peu près toujours les mêmes. Et on a toujours quelque chose de neuf à dire sur l'amour. Le jour où les poètes n'auront plus rien de neuf à dire sur l'amour, sur les roses, sur les femmes, sur la lune, sur le ciel, sur la liberté, il faudra qu'ils arrêtent d'écrire des poèmes. Mais il faut que ce soit neuf. Et il faut trouver le moyen, par l'expression poétique, de rajeunir le monde, de le renouveler toujours, de le printaniser, si je puis dire. Ma poésie est donc une poésie, d'une certaine façon, qui essaye de contribuer à ce que le monde soit plus heureux, plus beau. J'avais publié plus tard un autre recueil qui s'intitule « La fabrique du bonheur ». Et c'est aussi une définition que je pourrais revendiquer pour la poésie. Je pense que le poème est une sorte de petit transformateur qui change la grisaille des jours, la routine de la vie quotidienne, en source de joie et de bonheur. Pablo Neruda disait pour écrire des poèmes, il faut beaucoup marcher, regarder le monde autour de vous, s'en imprégner et le rendre. Un peu comme Picasso qui disait « Je marche dans la forêt,
j'avale du verre et je le recrache sur la toile. Finalement, le poète fonctionne sans doute un peu comme ça. Il s'imprègne du monde comme une éponge et après il essaye d'en rendre la saveur, la couleur, la beauté. Je pense que ça fait partie du travail du poète et que c'est une fabrique de joie, une fabrique de bonheur. Alors, c'est une poésie qui, par là même, se veut une poésie politique, une poésie engagée, combative. J'ai été très influencé par beaucoup de poètes. Curieusement, j'ai sans doute été d'abord plus influencé par des poètes étrangers que par des poètes français. Il y a certains grands poètes français qui m'ont influencé dès l'âge de 14 ans, disons. J'ai découvert le même été dans la bibliothèque d'un oncle les œuvres de François Villon et le premier livre que j'ai lu d'Apollinaire. Et je suis resté fidèle à cette influence de Villon et d'Apollinaire. Puis après, j'ai découvert Aragon, Éluard, de nombreux poètes, Ronsard et bien d'autres qui m'ont beaucoup influencé. Mais je disais que j'ai été surtout très influencé par des poètes étrangers. La même année, à l'âge de 14 ans, j'ai découvert Maïakovski dans une introduction qu'avait écrite Elsa Triolet, la compagne d'Aragon, qui a été la première traductrice de Maïakovski en français, et qui était la sœur du grand amour de Maïakovski, Lily Brick. Et je dois dire que quand j'ai découvert la poésie de Maïakovski, ça a changé mon idée de la poésie. À l'époque, j'étais encore influencé par Baudelaire, un certain romantisme parfois un peu sombre, et Maïakovski, comme on dit, comme disent parfois les jeunes, ça déménage, ça ouvrait les portes et les fenêtres, ça faisait passer un grand courant d'air dans mon idée de la poésie. Après, l'un des poètes qui m'a certainement le plus marqué, jusqu'à aujourd'hui, et qui était d'ailleurs un ami, un émule de Maïakovski, c'est le poète turc Nazım Hikmet. J'ai découvert avec Nazım Hikmet vraiment cette idée que j'ai de la poésie comme fabrique du bonheur. C'est un poète où la nostalgie a sa part, la tristesse aussi. Par exemple, il disait qu'il était spécialiste dans les adieux et dans les séparations. Mais il y a ce goût de pommes vertes, de pommes fraîches, ce goût de matin qui se lève sur la mer qu'a sa poésie. Ce goût d'espérance humaine, tout simplement. Pour moi, Nazım Hikmet est avant toute chose le poète de la fraternité. Il a passé, comme chacun le sait, une grande partie de sa vie en prison, et malgré ça, sa poésie n'est jamais désespérée. C'est une poésie qui redonne confiance dans le genre humain. Donc Maïakovski et Nazım Hikmet ont été mes grandes influences. Après Brecht aussi, que j'ai découvert, et chez qui j'ai appris la dimension plus satirique de la poésie, plus ironique, la dialectique en poésie, que la poésie pouvait non seulement être l'expression des sentiments, mais aussi de l'intelligence et de la raison. Je crois d'ailleurs aujourd'hui que l'une des grandes tâches des poètes serait de réconcilier la raison et l'émotion, l'intelligence et la sensation. En France, sous l'influence du surréalisme, souvent il y a cette idée que la poésie, c'est les mots en liberté. On lâche la bride aux mots et le poète parle. La poésie parle par la bouche du poète presque contre la volonté du poète. Même les poètes qui ne sont pas surréalistes ou surréalisants ont hérité de cette conception de la poésie, de l'association verbale libre. Et souvent, ça conduit à des poèmes qui peuvent être parfois très beaux, mais des fois à des poèmes qui n'ont ni queue ni tête et qui ne sont pas pour autant beaux, qui n'ont pas pour autant une efficacité et un sens. Moi je pense que la poésie a besoin du grain de folie sans laquelle elle n'existe pas et qu'elle peut dire des choses sur le monde qui nous entoure. Et donc je suis pour une poésie à la fois volontaire et involontaire, dirigée et acceptée. La traduction, bon, il s'est dit beaucoup de choses, il continuera à s'écrire et se dire beaucoup de bêtises sur la traduction, sur l'impossibilité de la traduction. Ce sont ce qu'on appelle en français des pontes aux ânes. Pour ma part, quand on a la chance de parler quelques langues, de les bredouiller même comme je le fais, parce que je n'en parle aucune bien, je n'en maîtrise complètement aucune, ça fait partie du métier normal de poète que d'essayer de traduire les poètes que l'on aime.
parce qu'on essaye de communiquer, on essaye d'abord de rentrer dans l'univers du poète. Moi j'ai traduit par exemple en français le poète russe Vladimir Mayakovsky du russe. J'ai traduit aussi de l'anglais certains poètes américains comme Jack Hirschman. J'ai traduit de l'allemand Henri Heine et Bertolt Brecht. J'ai aussi traduit du hongrois Attila József. Et je me suis même essayé à faire une traduction, mais là c'est plutôt une adaptation, parce que c'est à partir de l'anglais, des poèmes d'Oktay Rifat, le grand poète turc de la bande de Garip. Et pour moi, c'est une façon à la fois de rentrer dans l'atelier de ces poètes, de mieux comprendre comment ils écrivent, comment leur vient le poème, quelle est leur technique. Donc il y a un intérêt presque de métier en quelque sorte, mais c'est surtout le moyen de faire partager à d'autres des poètes que j'aime. Comment tu écris tes poèmes ? En général sur une feuille de papier avec un crayon. C'était Mayakovsky qui disait pour écrire des poèmes il faut un crayon, un carnet, un parapluie. Il insistait beaucoup sur le carnet parce qu'il disait qu'il fallait avoir des réserves poétiques. Quand on se promène dans la rue, il faut noter un mot, une image, une idée qui vous vient, qui parfois sur le coup n'a pas d'emploi et qui finira par faire son chemin et trouver sa place dans un poème. Donc j'ai des dizaines et des dizaines de carnets dans lesquels s'entassent des notes et puis un jour le poème sort et il sort tout seul. J'aurais tendance à penser qu'il faut d'abord vivre le poème avant de l'écrire. Quand un poème est vécu, quand il est pensé, il s'écrit tout seul après, d'une certaine façon. Pour moi, le poème apparaît quand l'idée s'est faite image. C'est Goethe qui disait qu'un poème, c'était une pensée dans une image. Tant que l'idée ne s'est pas incarnée dans une image, le poème n'existe pas pour moi. Mais une fois que l'image est trouvée, le poème vient tout seul. Donc, certains de mes livres, je les ai écrits très longuement. J'ai écrit un grand livre, par exemple, sur l'histoire des révolutions, que j'ai mis plus de 10 ans à écrire. Mais de nombreux poèmes s'écrivent en quelques minutes le matin quand je me lève. Est-ce que Ce n'est pas un travail sur l'écriture. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres ? Je pense que c'est un besoin pour tout le monde. L'homme ne vit pas que de pain, il a aussi besoin de roses, selon une image classique. Tout le monde a besoin de beauté, tout le monde a besoin de rêve. D'ailleurs, ce besoin de poésie, qui est le besoin à la fois d'exprimer ses émotions, de dire son amour des autres, son amour du monde, mais aussi d'exprimer son insatisfaction du monde, c'est-à-dire son besoin d'idéal, son besoin d'utopie, son besoin de rêve. Le rêve reste le territoire privilégié du poème. C'est un besoin profondément enraciné dans l'humanité. L'être humain, c'est une espèce fabulatrice et rêveuse, qui ne peut pas vivre sans être accompagné de cette espèce de corps astral, d'habits de rêve qui l'accompagne dans la vie réelle. C'est pour ça que les hommes et les femmes s'inventent des dieux, s'inventent des mythologies, s'inventent des religions, s'inventent des philosophies. On a besoin de ce corps de rêve tout autant que nous avons besoin d'avoir des vêtements ou une maison pour nous couvrir. C'est le besoin spirituel de l'humanité. La poésie est l'expression et la satisfaction laïque de ce besoin. D'une certaine façon, c'est l'anti-religion. Elle est sortie de la magie de la religion, mais elle n'est devenue poésie qu'en en sortant. La poésie, c'est quand l'homme s'invente des histoires et qu'il sait qu'il s'invente des histoires. Quand il n'est pas la victime des histoires qu'il invente. Et que ces histoires lui permettent de peupler le monde de beauté et d'aller un peu plus loin, d'avancer un peu plus loin. La religion aussi a son art et a sa poésie aussi. Comment ? La religion aussi a son art, a sa poésie aussi. Donc, la religion a toujours été le principal moyen de satisfaire le besoin poétique de l'humanité. Sa crainte de la mort aussi. Et de ce point de vue, elle rejoint profondément ce qu'est l'essence même de la poésie. Le mythe fondateur des poètes, c'est celui d'Orphée, qui descend aux enfers pour essayer de récupérer sa chérie, Eurydice. Bon, il échoue, mais la tentative d'arracher le visage de l'amour à la mort, c'est l'essence même de la poésie. Paul Éluard, dans une conférence qu'il a donnée au lendemain de la guerre, à Londres, en 1946, dit « La poésie véritable est incluse dans tout ce qui refuse le visage innommable de la mort. » La poésie est toujours une façon d'éterniser l'instant,
d'éterniser la beauté du monde, le caractère éphémère de la vie. Finalement, les poètes, qu'il s'agisse des poètes de la dynastie Tang au 8e siècle en Chine, des poètes arabes ou persans comme Omar Khayyam, ou des poètes de la Renaissance en France, disent toujours la même chose. Le seul message politique réel des poètes, c'est la vie est courte, elle est belle, il faut l'aimer et la rendre plus belle. Ce poème est tiré d'un de mes derniers recueils qui s'intitule « Si les symptômes persistent, consultez un poète ». Dans la période actuelle, dominée par la pandémie et l'obsession de la maladie, voilà, peut-être que cette ordonnance est utile, je ne sais pas. En tout cas, ce recueil avait été écrit avant. Un coquelicot. Dans la zone commerciale, parmi les voitures et les panneaux publicitaires, à cet endroit où personne ne fait attention à lui, près du trottoir, jaillissant d'une fissure dans le goudron, un coquelicot, fragile et solitaire, se tient, droit, courageux, écarlate. Comment ne pas être optimiste ?